Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 20 août 2025 et notre ami Scott Ritter est de retour parmi nous. Bienvenue Scott. Merci de m'avoir invité. Commençons par la rencontre entre les deux présidents, le président des États-Unis et le président russe. Vous étiez en Russie ce jour-là, n'est-ce pas? Et toute la semaine que vous présidez. Comment vous êtes-vous senti en étant là et en regardant ce qui se passait? Eh bien, c'était très intéressant parce que tout d'abord, je dirais que la population russe et les médias russes sont infiniment mieux informés sur les réalités, sur les nuances de la politique. Si l'on compare cela aux médias grand public américains et, franchement, au public américain qui ne sait rien du sujet et croit ce qu'on lui dit, gavé par les médias traditionnels, qui ne sont qu'un ramassis de mensonges. Donc, c'était en fait assez grisant d'être parmi des gens qui prenaient au sérieux le concept de citoyen informé. Je sais que Vladimir Poutine est un dictateur maléfique. Il n'y a pas de démocratie en Russie. Je veux dire, ces Russes sont juste une bande de robots. Mais pour des robots, ils sont bien mieux informés que nous sur les questions du moment, surtout sur ce sujet précis. Et l'autre chose que je dirais, c'est que, vous savez, peut-être que le président Trump ne s'en rend pas compte, mais la Russie est de son côté, pas parce qu'ils sont en train de perdre. C'est ce que les gens ne comprennent pas. La Russie est en train de gagner de façon décisive. Je veux dire, les Russes le savent, mais ces gens sont tellement humains, tellement décents, que même en gagnant, ils ne veulent pas continuer à tuer. Ils veulent que cette guerre se termine. Et ils espèrent que Donald Trump pourra, vous savez, insuffler un peu de bon sens aux Ukrainiens et à leurs alliés européens, et leur faire reconnaître que la seule issue est d'accepter les conditions de la Russie. Et vous savez, la Russie obtiendra ces conditions d'une manière ou d'une autre, soit en tuant encore 1,7 million d'Ukrainiens, soit en faisant en sorte que Donald Trump ramène à la raison ceux qui veulent poursuivre cette guerre jusqu'au dernier Ukrainien. Mais le peuple russe était incroyable. Les responsables russes étaient éloquents et bien informés. Et c'était un plaisir d'être en Russie pendant ce sommet et de recueillir la réaction des Russes. Qu'est-ce qui a été convenu, Scott, selon vous, lors de la rencontre entre les deux présidents? S'agissait-il d'une sorte de cadre pour s'entendre, pour essayer de se comprendre mutuellement? Les États-Unis, avec les Européens, se rapprochent d'une certaine manière, je dirais, tout en connaissant la position russe. Nous avons eu cette rencontre entre les deux présidents qui se sont parlé. C'était incroyable, car depuis plus de 3 ans, nous n'avions pas vu une telle chose se produire. C'était impressionnant. Mais qu'y avait-il de concret? Qu'est-ce qui était important? Quel a été le résultat de cette rencontre? Eh bien, la chose la plus importante, c'est que Donald Trump a complètement changé de position. Il est arrivé avec une position qui n'allait mener nulle part, celle d'un cessez-le-feu immédiat. La Russie a été claire. Je pense qu'il est important, avant de continuer, de comprendre quelques réalités. Quand Vladimir Poutine parle, c'est ainsi. Quand Donald Trump parle, il suffit d'attendre quelques minutes et il dira autre chose. Il n'y a aucune cohérence chez Donald Trump. Et c'est parce qu'il est mal conseillé, par Marco Rubio, par Scott Bessent, par tous ces autres qui sont russophobes et lui soufflent des absurdités à l'oreille. Le tête-à-tête avec Vladimir Poutine a été le seul moment où Donald Trump a reçu des informations précises sur ce qui se passe en Ukraine. En gros, Poutine l'a informé de la réalité. La Russie est en train de gagner cette guerre. La Russie va gagner cette guerre. Rien n'arrêtera la Russie dans sa victoire. Et l'objectif de la Russie est de s'assurer qu'elle n'aura plus jamais à refaire cela. Pour y parvenir, il faut arrêter de parler de cessez-le-feu
et commençait à parler d'un accord de paix global. Et voyez-vous, c'est la position que Donald Trump a adoptée. C'est le résultat de cette guerre, de ce sommet. Pour la première fois, Donald Trump a désormais une politique américaine ancrée dans la réalité. Il reste encore beaucoup à faire. Mais vous savez, cela a bien plus de chances de réussir que toutes les demandes de cessez-le-feu proposées par Donald Trump. C'était une impasse. Ça doit être assez humiliant pour Donald Trump, vous savez, de parler de la façon dont il va botter les fesses de Poutine, qu'il va lui passer un savon, que Poutine va connaître la vérité, qu'il va comprendre les conséquences, qu'il va savoir tout cela. Et puis, ils ont une petite réunion rapide dans la voiture, et Trump en sort en disant « Non, pas de cessez-le-feu. Nous allons suivre le plan global élaboré par les Russes. » Il ne s'agit pas seulement de Donald Trump. On observe une certaine division au sein de l'Union européenne. On l'a vu lorsque Merz parlait du cessez-le-feu, et on voit Meloni d'une certaine manière. De quoi parle-t-elle exactement? Mais qui s'en soucie? Combien de divisions italiennes vont en Ukraine? Aucune. Alors pourquoi parle-t-on de l'Italie? Je veux dire, Meloni est mignonne. Parmi tous ceux qui sont allés là-bas, c'est la plus agréable à regarder, donc les gens aiment la regarder. Et elle est divertissante. Elle a un visage très expressif. Elle aime lever les yeux au ciel. Elle est aussi insignifiante que la pluie qui tombe du ciel en ce moment. Qui se soucie de ce que pense Giorgia Meloni? Personne. Merz, personne ne s'en soucie. Il a été écarté. Starmer écarté. Macron ignoré. Stubb, qui est Stubb? Vous savez, Rutte l'appelle papa. Et Ursula von der Leyen, encore une fois, pourquoi elle existe? Personne ne le sait. Pas une seule des personnes présentes n'a d'importance. Pas une seule. Trump se moque de ce qu'ils pensent. Ignorez-les tous. Il n'y a pas de séance photo plus humiliante que celle avec Donald Trump derrière son bureau, entouré de tous ses petits ministres assis devant lui, en train de quémander de l'attention. Zelensky, je ne sais pas combien de fois il a dit merci alors qu'il n'obtient rien de ce qu'il veut. Regardez les détails. Oubliez les bêtises, la façon dont les médias traditionnels présentent les choses et tous ces autres commentateurs. Regardez les détails. Aucun détail n'a émergé de cette réunion. Aucun. Une protection de type article 5. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Parce qu'eux-mêmes ne savent pas ce que ça signifie. Il n'y a rien. Il ne se passera rien parce que la Russie ne le permettra pas. Je veux juste vous rappeler que la Russie est en train de gagner cette guerre. Elle ne la perd pas. Ce n'est pas comme si la Russie cherchait des faveurs ici. Ils s'en fichent. Ils aimeraient que cette guerre se termine, mais ils vont continuer. Je viens de parler à plusieurs officiers russes de haut rang. Ils sont en train de gagner. Ils ne sont pas inquiets. Ils vont gagner. De leur point de vue, oui, ils aimeraient arrêter de tuer des Ukrainiens. Et d'ailleurs, vous savez, le ratio, et j'en ai déjà parlé, j'ai dit 12 à 20 Ukrainiens morts pour chaque Russe mort. Il s'avère que j'avais parfaitement raison. Imaginez ça, un expert militaire qui a raison sur ce genre de choses. C'est simplement la réalité du champ de bataille. Et ça va empirer. Les conditions pour les Ukrainiens deviennent de pire en pire. Et pour les Russes, elles s'améliorent de plus en plus. Et bientôt, ce sera tout simplement un massacre absolu. La Russie pourrait continuer comme ça toute l'année. Ils s'en fichent. Ces gars-là mènent cette guerre depuis 3 ans et demi. Et vous savez, les Russes ne sont pas comme les Américains. Vous savez, ils n'ont pas besoin de rentrer chez eux tous les 6 mois. Quand les Russes se déploient, c'est jusqu'à la victoire. Combien de temps allez-vous rester là-bas? Jusqu'à la victoire. Jusqu'à la victoire. Jusqu'à la victoire. Donc je ne sais pas ce que pensent faire les gens. Je veux dire, toutes ces histoires de troc territorial, il n'y aura pas de troc territorial. Vladimir Poutine, pour que les gens comprennent bien,
n'a absolument aucune autorité pour céder ne serait-ce qu'un pouce du territoire russe. Il ne peut pas le faire. Donc tous ceux qui disent « Eh bien, il a accepté ceci ou cela », non, il ne l'a pas fait. Absolument pas. D'abord, il a indiqué qu'il ne pouvait pas accepter. C'est la Constitution, c'est la mère Russie. Il récupérera toutes ces terres, ce n'est qu'une question de temps. Il est prêt à accepter une cessation des hostilités s'il récupère tout le Donbass. Mais ensuite, lors des difficiles négociations de paix qui suivront, il obtient toute la Russie, une zone tampon, la démilitarisation et la dénazification. Je veux dire, les gens ne comprennent pas que les Russes ne cèdent absolument rien. L'Ukraine a commencé cette guerre poussée par l'Occident. La Russie va la terminer. C'est ce qui est ressorti. C'est ce que Poutine a compris. C'est ce que Trump a compris. Il connaît la réalité. Il connaît la réalité. Mais il doit maintenant jouer un jeu politique, car il ne peut pas simplement emprunter ce chemin immédiatement. Il doit faire certaines choses, jouer des jeux, adopter des postures. Et c'est frustrant pour les gens de regarder cela, car nous ne sommes pas toujours au courant de ce qui se passe dans la tête de Donald Trump. Mais si vous regardez où sa rhétorique l'a mené avant l'Alaska, vous verrez que c'était un revirement complet à 180 degrés. Un revirement complet à 180 degrés. Parce que pour la première fois, la réalité s'est imposée à lui. Voici ce qu'il a dit, Scott Donald Trump, après la réunion avec les Européens. Nous avons cependant les protections de l'article 5 pour l'Ukraine, donc ils ne feront pas partie de l'OTAN, mais ils bénéficient quand même des mêmes protections. Donc ils ne vont pas faire partie de l'OTAN, mais nous avons les nations européennes, et elles vont prendre les devants, et il y en aura certaines, la France et l'Allemagne, quelques-unes, le Royaume-Uni. Ils veulent avoir, vous savez, des troupes sur le terrain. Je ne pense pas que ce sera un problème, pour être honnête avec vous. Je pense que Poutine en a assez. Je pense qu'ils en ont tous assez. Mais on ne sait jamais. Nous allons en apprendre plus sur le président Poutine dans les prochaines semaines. Ça, je peux vous le dire. Et nous verrons comment tout cela évolue. As-tu entendu ce qu'il a dit? Il ne sait rien. Il n'a pas dit que la France allait mettre. Ils veulent mettre des troupes au sol. Ils veulent mettre des troupes au sol depuis toujours. La Russie ne les laissera pas faire. On va découvrir où se trouve Poutine. Trump, tu sais où est Poutine. Il t'a dit clairement où il est. Il n'y a aucune concession. Donc Trump ne fait que du vent devant tout le monde. Il connaît la réalité. Ce qu'il sait, c'est que dans les prochaines semaines, la Russie va mettre une raclée monumentale à l'Ukraine et changer la réalité sur le terrain, et donc la réalité politique. Et rien de ce qui a été convenu, je veux dire, toute cette humiliation de l'Europe où il faut acheter des armes aux États-Unis, et apparemment avec une marge de 10%. Je veux dire, Donald Trump est un individu corrompu. Il vend des armes aux Européens avec une marge de 10%. C'est son secrétaire au Trésor qui le dit, pour qu'il puisse ensuite les envoyer aux Ukrainiens. Mais ces armes n'ont même pas encore été fabriquées. Ce n'est pas comme si on allait chez Walmart ou chez Home Depot pour les prendre sur une étagère. Là, il faut ouvrir le catalogue et dire « J'ai besoin que vous me fabriquiez ça ». Et eux répondent « Eh bien, vous savez, on a du retard et vous aurez peut-être ça en 2028 ». Si vous pensez que l'Ukraine sera encore là en 2028, c'est que vous avez sniffé de la coque bien forte et Zelensky va être furieux parce que vous prenez dans sa réserve. C'est une humiliation totale. Personne ne prend jamais la peine de creuser plus loin. Je viens de vous le dire. Il n'y a aucun engagement envers l'article 5. Aucun. Trump commence un peu comme s'il y en avait un, puis ils disent qu'ils veulent le faire. Mais ça ne veut pas dire qu'il y en a un, n'est-ce pas? Ils veulent le faire. Ils veulent faire beaucoup de choses. Ça n'arrivera pas.
Les États-Unis parlent de puissance aérienne, vous savez, de supériorité aérienne. Vous pensez que la Russie va laisser des avions américains survoler l'Ukraine? Non. Est-ce que ça va arriver? Pas avant que la guerre soit terminée et que la dénazification ait eu lieu, ou peu importe. Mais, vous savez, il y a des discussions qui circulent sur une zone d'exclusion aérienne. Il y a déjà une zone d'exclusion aérienne. Elle appartient à la Russie. Ça s'appelle l'espace aérien ukrainien. Volez, et vous mourrez. C'est tout simplement stupide ce qui se passe en ce moment. Pendant ce temps, les Ukrainiens se font massacrer sur le champ de bataille, mais on s'en fiche. En Occident, on s'en fiche. On les a envoyés mourir il y a longtemps. Il semble que les Européens soient principalement intéressés par l'obtention de garanties de sécurité pour l'Ukraine. Mais voyez-vous un terrain d'entente à ce sujet? Une sécurité qui serait d'une certaine manière acceptable pour les Russes, pour les Européens, pour les États-Unis et surtout pour Zelensky et son administration? Parce qu'il ne semble pas qu'ils souhaitent écarter Zelensky du pouvoir. Ils veulent maintenir Zelensky au pouvoir. Qui? Les Européens. Ils n'ont pas d'importance. Ils ne comptent pas. Qui s'en soucie? C'est la Russie qui fixe les conditions. Ils l'ont déjà dit. Le président n'a aucun mandat légal. Il n'a pas organisé l'élection quand il aurait dû. Constitutionnellement, il n'existe pas. Et ils ne peuvent pas signer d'accord avec lui. Et peu importe ce que les gens disent sur ce à quoi cela ressemblera à l'avenir, comprenez qu'il n'y aura pas de force de maintien de la paix en Ukraine tant qu'il n'y aura pas de paix à maintenir. Dénazification, démilitarisation, tout cela. Cela se produit, alors on fait venir des gens. Donc c'est embarrassant d'écouter l'Europe parler. Ils vivent dans un monde imaginaire, totalement déconnecté de la réalité. Et ils partent dans tous les sens. Ils ne savent pas sur quoi se mettre d'accord. Ils n'ont pas de position claire. Je veux dire, vous avez entendu chacun de ces dirigeants présenter quelque chose de différent au président. Et le président n'a pas de plan non plus. Comment pourrait-il en avoir un? Il vient de faire un virage à 180 degrés. Maintenant, il avance dans la direction. La Russie va avoir besoin d'une paix globale. Au final, ce président a aussi dit « nous partirons », ce qui est peut-être ce qui va se passer. Je veux dire, il doit vraiment taper du poing sur la table, prendre les choses en main, dire à l'Europe de s'asseoir et de se taire, puis se tourner vers Zelensky et dire « soit tu acceptes ce que je fais ici, soit, quand tu partiras d'ici, tu es un homme mort. Je te traquerai et je te tuerai moi-même. C'est toi le problème, pas la solution. Tu es un individu horriblement corrompu. Nous avons des dossiers sur toi. Tu es en train de massacrer ton propre peuple. Donc ta seule chance de survie en ce moment, c'est de céder sur tout ce qu'on vient de dire et ensuite de dégager. Va à Miami, tu peux aller où tu veux. Mais non, tu vois, Trump ne fait pas ça. Et du coup, il donne de faux espoirs aux Européens et à Zelensky. La Russie ne cède pas. J'aimerais que les gens étudient davantage la Russie avant de parler. Il faut comprendre que lorsque vous répétez « Poutine fait ceci », Poutine ne fait rien, à moins que ce ne soit autorisé par la Constitution. Il est le président de la Russie. Il est lié par la loi russe et il ne peut pas céder de territoire. La Douma devrait essentiellement adopter une résolution redéfinissant ce que sont Kherson et Zaporizhia. Évitez cela. Trump n'a aucun pouvoir, aucune autorité pour dire « oui, oui, nous allons abandonner cette terre ». Ce n'est pas possible constitutionnellement. La Russie est fondée sur la Constitution. Bon sang, ils respectent leur Constitution bien mieux que nous. Savons-nous quelque chose à propos de la proposition dont parlait la partie russe avant d'aller à la réunion? Ils ont dit qu'ils avaient reçu une proposition des États-Unis. C'est pour cela qu'ils essaient,
le président russe va rencontrer Donald Trump. Qu'était-ce que cela? De quoi s'agit-il? En savons-nous quelque chose? Nous ne savons pas. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que Trump... We don't know. I think what happened is that Trump is trying to push an economic proposal. Trump essaye de promouvoir une proposition économique. Et il semble que Vladimir Poutine ait ouvert la voie je crois qu'il a signé un décret juste avant de partir, qui a ouvert Sakhalin au développement. C'est un grand projet énergétique là-bas dans le Pacifique. Les Japonais y ont investi. L'Amérique a un investissement important. Et il l'a essentiellement ouvert à la poursuite des investissements. Je pense que c'était un signal indiquant que la Russie est prête à laisser l'Occident revenir. L'Occident peut gagner beaucoup d'argent. On a parlé de l'Arctique et d'autres sujets de ce genre. Mais je pense que ce qui s'est passé, c'est que cette réunion, qui devait durer 6 heures, n'a finalement duré que 3 heures. Le déjeuner qu'ils étaient censés avoir n'a pas eu lieu, parce qu'en gros, toute la préparation faite par l'équipe de Trump a été jetée à la poubelle dès la première minute, car Vladimir Poutine a changé le récit et en a pris le contrôle. Maintenant, les États-Unis essayent de rattraper leur retard, et nous sommes toujours en train de le faire. Les Russes sont en position de force ici. Ce sont eux qui mènent la danse. Encore une fois, le président des États-Unis a été mal conseillé par ses conseillers. Il n'aurait jamais dû entrer dans cette réunion aussi mal préparé. Vladimir Poutine est toujours surpréparé. Ils ont des options, des plans de repli, tout le nécessaire. Vous ne les prendrez pas de court. Vous ne les surprendrez pas. Penses-tu que la guerre va continuer, Scott? Parce qu'après la réunion, les deux parties, les États-Unis et les Russes, étaient plutôt positives quant au résultat. Mais par la suite, avec les Européens qui se réunissent avec Zelensky et Donald Trump, crois-tu que les petits espoirs que nous avions après la réunion sont en train de s'évanouir? Je ne pense pas que les Russes aient eu de l'espoir. Ils sont très réalistes. Ils savent exactement ce qui se passe. Les Russes continueront à se battre. Je peux vous le garantir. Vous savez, les États-Unis, je veux dire Donald Trump, aimerait voir la paix. Mais cela exige que Zelensky accepte la réalité et que l'Europe fasse de même. Aucun des deux ne semble prêt à le faire. Et sans cela, il n'y aura pas de paix. C'est aussi clair que le jour. Donc, encore une fois, c'est maintenant à Donald Trump de jouer. Il a eu cette réunion avec les Européens. Je pense qu'il va maintenant se tourner vers eux et dire « Vous n'avez pas de plan ». Vous continuez à dire que vous en avez un, mais ce plan exige que nous fassions quelque chose. Nous n'allons pas le faire, et si vous n'avez rien d'autre à proposer, vous devez vous retirer. Nous allons terminer le travail. Mais il ne l'a pas fait. A-t-on l'impression que l'Europe se préoccupe tant de l'Ukraine? Ou bien ces inquiétudes concernent-elles en réalité l'avenir de l'Europe? Ils ne peuvent pas se suffire à eux-mêmes. Ils ne peuvent pas vivre sans les États-Unis. Vivre sans les États-Unis leur est d'une certaine manière difficile. Non, impossible. Pas difficile. Impossible. Vous savez, ce sont ces enfants sans ailes qui ne peuvent pas quitter le nid, même s'ils sont assez âgés pour avoir pris leur envol depuis longtemps. Mais l'Europe est tout simplement fondamentalement dysfonctionnelle. Leurs économies sont en lambeaux et leur unité politique s'est envolée. Je vais juste le redire. Ils n'ont rien à ajouter, rien à apporter, rien du tout. Le monde se porterait mieux sans l'Europe en ce moment. Je ne dis pas qu'il faut les éliminer. Je dis juste que s'ils pouvaient apprendre à se taire, à s'asseoir et à ne rien faire,
beaucoup de problèmes pourraient être résolus. Mais vous savez, cette élite politique et économique européenne, le système en place actuellement, ce système horriblement incompétent et corrompu, c'est ce qui les nourrit. Je veux dire, la purge à venir, la purge motivée par l'économie, où ces dirigeants défaillants seront jetés à la rue, c'est la meilleure chose qui puisse arriver à l'Europe. La meilleure chose qui puisse arriver à l'Europe. Il n'y a pratiquement aucun dirigeant européen qui mérite d'être sauvé. Aucun grand dirigeant européen ne mérite d'être sauvé. Ils conspirent tous contre les États-Unis. Quelle raison? L'argent et le pouvoir. For what reason? Money and power. Je ne sais pas ce qu'ils attendent de plus des États-Unis, car quand on regarde la façon dont les États-Unis se sont opposés à l'Inde et à la Chine, ils ont atteint leurs limites et ne peuvent pas faire plus que cela. Je ne sais pas si tu as entendu Scott Ritter parler de la Chine et de l'Inde, et de la manière dont leurs économies ont été transformées d'une certaine façon. Elles sont plus dépendantes de la Russie et tout le reste qu'avant. Et voici ce qu'il a dit. L'histoire, cependant, Becky, est le fait que la Chine en importe, ce n'est pas optimal. Mais si tu regardes en arrière, avant 2022, avant l'invasion, 13% du pétrole de la Chine provenait déjà de Russie. Maintenant, c'est 16%. Donc la Chine a une source d'approvisionnement diversifiée pour son pétrole. Si tu regardes maintenant, je crois que l'Inde recevait moins de 1% de son pétrole de Russie, et maintenant je crois que c'est monté à 42%. Donc l'Inde profite sans dessus de la situation. De 1% à 42%. Et qui reçoit ce pétrole? Qui l'achète à l'Inde? Oui. Eh bien, c'est quand même fort venant du secrétaire au Trésor d'un pays dont le président s'est tenu à la Maison-Blanche et a déclaré au monde entier qu'il allait faire sauter le gazoduc Nord Stream 2 devant le chancelier qui en était propriétaire. Ce chancelier n'a rien dit. Donc, vous voyez, et puis après avoir fait sauter ce gazoduc, qu'avons-nous fait? Nous l'avons fait au nom d'empêcher la Russie de vendre de l'énergie à l'Europe, pour leur retirer leur levier et leur influence. Ensuite, nous nous sommes retournés et nous leur avons vendu un tanker plein de gaz naturel liquéfié à un prix exorbitant, 4 fois le prix. Et les investisseurs considèrent que c'est une bonne affaire. C'est mal, d'un côté, de chercher à s'attirer les faveurs en payant les gens, mais que faisons-nous? Nous avons tout simplement arnaqué les Allemands comme vous ne pouvez pas l'imaginer. Et ils sont assez stupides pour laisser cela continuer. C'est embarrassant. Mais oui, je dirais que Donald Trump, quand il s'implique vraiment dans un dossier, c'est pour gagner de l'argent. C'est tout. Ce n'est pas pour la sécurité nationale des États-Unis, c'est l'argent. Et les Russes ont compris le truc. C'est pour ça que leur proposition était « Hey, développons ensemble l'Arctique. Ouvrons Sakhaline. Il y a moyen de faire de l'argent. » C'est pour ça que Kirill Dmitriev fait partie de leurs interlocuteurs. C'est un financier. C'est pour ça que le canal d'échange d'informations le plus efficace n'est pas Marco Rubio vers Sergei Lavrov. On pourrait le croire, mais non. C'est Steve Witkoff, l'ami personnel et envoyé spécial de Donald Trump, et Kirill Dmitriev, un homme qui dirige un fonds d'investissement privé. L'Ukraine peut-elle atteindre ses objectifs en matière de garantie de sécurité sans que la Russie en fasse partie? Non. La Russie ne va pas permettre à l'Ukraine d'exister comme une tumeur cancéreuse. Donc, tout ce que l'Ukraine veut, elle ne l'obtiendra pas. Rien du tout. Je veux dire, ils ont fait leur choix. Ce sont littéralement des nazis. Pourquoi devraient-ils avoir le droit de continuer à gouverner?
Parce que lorsque vous voyez la réunion que Donald Trump a eue avec les Européens en présence de Zelensky, on a l'impression qu'ils essaient d'écarter la Russie de la scène en ce qui concerne les garanties de sécurité, ce qui, selon moi, est une erreur, car la Russie est l'acteur le plus important à cet égard. Si l'on veut obtenir quelque chose de concret pour l'Ukraine, la Russie doit faire partie de la discussion. La Russie doit être incluse dans cet accord. Mais cela ne semble pas être le cas. Même Donald Trump, lorsqu'il parle d'envoyer des troupes au sol, après la rencontre avec Vladimir Poutine, c'est tout simplement incroyable. On a du mal à croire que le président des États-Unis s'exprime de cette manière. Again, Encore une fois, je pense que nous devons simplement arrêter de parler de l'Europe. talking about Europe. They don't matter. Mais ils sont là, Scott, après tout. Ou bien ne le sont-ils pas? There. They're not there. What's Ils ne sont there? pas là. The Qu'est-ce qui est French là? army L'armée française doesn't n'existe pas. exist. L'armée britannique n'existe pas. L'armée allemande n'existe pas. Qu'est-ce que l'Europe? Une économie dysfonctionnelle qui s'effondre à l'heure où l'on parle. Aucune industrie de défense digne de ce nom. L'Europe n'est pas là. Pour être là, il faut être présent physiquement. Il faut être capable de faire quelque chose. Ils ne peuvent même pas déployer 30 000 soldats pour une force de maintien de la paix. C'est le chiffre qu'ils ont avancé. Puis soudain, ils disent « Oh, nous n'en avons pas assez ». Impossible. L'Europe n'existe pas. Elle n'existe que dans l'esprit de Donald Trump. La Russie ne se soucie pas de l'Europe. La Russie ne les considère même pas. Ils ne sont rien. La Russie ne se réveille pas le matin en se disant « Oh, il faut vraiment s'inquiéter des Européens ». We have to really worry about the Europeans. They're irrelevant. They made themselves irrelevant. Economically, Ils sont sans importance. Ils se sont rendus eux-mêmes insignifiants. Économiquement, non. Je veux dire, ils sont toujours pathétiques. Ils achètent toujours leur énergie à la Russie. Ils mentent simplement à ce sujet. Ils l'obtiennent des Indiens. Ils l'obtiennent des Turcs. Personne ne parle de Turk Stream. Vous savez, ils font sauter Nord Stream. Mais personne ne parle de Turk Stream et de tout ce gaz russe qui passe par la Turquie directement vers l'Europe du Sud. Personne n'en parle. L'Europe est tellement pleine de vous savez quoi, c'en est risible. Il n'y a pas d'Europe. Nous perdons beaucoup trop de temps à parler de ces gens. C'est le grand vide. Ils n'auront rien à voir avec une quelconque paix en Ukraine. Rien. it will have nothing to do with any peace in Ukraine. Nothing. Trump gives them the time of day. Russia doesn't. Trump leur accorde de l'attention. Do you see Russia La worried Russie, non. about Europe? Est-ce que vous voyez la Russie s'inquiéter pour l'Europe? Non. Ils parleront à Donald Trump. Ils ne parleront pas à l'Europe. Pourquoi? Qu'est-ce que la Russie y gagnerait? Qu'a la France à offrir? La nourriture russe est meilleure, je sais. J'en ai mangé plein récemment. La Russie est un endroit plus propre. Paris n'est plus qu'un cloaque sale de nos jours. Moscou, propre. Vous pouvez aller dans n'importe quelle ville russe de 3e rang. C'est plus propre et plus moderne que tout ce que Paris peut offrir. Pourquoi les gens pensent-ils que les Russes ont besoin de l'Europe, veulent l'Europe ou se soucient de l'Europe? Ils le faisaient autrefois, mais c'est l'Europe qui a divorcé de la Russie. Ce n'est pas l'inverse. La Russie n'a pas tourné le dos à l'Europe. C'est l'Europe qui a tourné le dos à la Russie. Russia didn't walk away from Stay tough, Enati. Europe walked away from Russia. And Russia's moved on. So we spend far too much time. Nous passons donc beaucoup trop de temps à parler de l'Europe. Je veux dire, dès que quelqu'un mentionne troupes britanniques, d'où viennent-elles? Where are they coming from? Nommez l'unité. Nommez l'unité. Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas? Vous ne savez même pas quelle unité va être déployée là-bas. Combien de chars ont-ils? Pas tant que ça. Peuvent-ils les soutenir logistiquement? Ont-ils la capacité de transport lourd pour déplacer ces chars depuis leur caserne en Angleterre? Où vont-ils aller? Allez-vous passer par voie terrestre jusqu'en Roumanie? Allez-vous arriver par bateau? Et puis, en Roumanie, allez-vous installer une grande base logistique là-bas? Avec quelles troupes? Avec la grande force expéditionnaire logistique britannique. Et ensuite, maintenant, vous allez les projeter en Ukraine. And then what? Now you're going to project them into Ukraine. Well, for what line of communication?
Sur quelle ligne de communication? Et une fois qu'ils y sont, quel est le plan de rotation? S'agit-il d'une mission de 6 mois? Il faut donc être prudent si vous êtes en Grande-Bretagne, car vous n'avez pas assez de troupes. Disons que vous en déployez 5 000. Cela signifie qu'il vous faut au moins 15 000 soldats engagés dans la mission. Cela représente la majeure partie de votre armée, parce que vous êtes pathétique, petit, stupide, inutile et insignifiant. Vous ne vous êtes pas entraîné et vos gars sont gros. Et ensuite, parlons des Français. Quelles troupes françaises vont partir? Ils ont dû tout cannibaliser juste pour envoyer ce bataillon expéditionnaire en Roumanie maintenant. Maintenant, ils veulent en faire une brigade. Avec quelles troupes? Avec quel équipement? Comment allez-vous la soutenir? Ils ont mené un important exercice logistique il y a quelques années. Il a atteint, je crois, un maximum de 12 500 soldats, ce qui est le flux maximal que la France est capable de gérer actuellement. Mais c'est un enjeu majeur. Comment fait-on passer des troupes du point A au point B? Ensuite, comment les soutient-on? Parce que lorsque les troupes arrivent, elles ont besoin de nourriture. Beaucoup. Elles mangent, elles ont besoin d'électricité. Où sont vos générateurs? Où est le carburant? Où sont les camions qui transportent le carburant? Où sont les pneus de rechange? Que se passe-t-il lorsque ces camions tombent en panne? Avez-vous une équipe de maintenance mobile? Où est-elle? Peut-elle être déployée? Les Français ne peuvent rien faire de tout cela. Rien du tout. Personne ne le peut, sauf nous, l'Amérique. Nous sommes les seuls capables de faire tout cela au sein de l'OTAN. Mark Rutte, secrétaire général de l'OTAN, n'est-ce pas? Vous savez, il a été autrefois le ministre de la Défense des Pays-Bas. Et sous sa direction, l'armée néerlandaise est allée droit à la catastrophe. Ils ont organisé des exercices majeurs où leurs soldats devaient littéralement courir partout en faisant pan, 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 parce qu'ils n'avaient ni armes fonctionnelles, ni munitions. Et maintenant, il est secrétaire général et parle de reconstruire une grande puissance militaire pour affronter la Russie. Quel idiot! Avant de parler de l'Europe, il faut que vous me disiez ce que l'Europe a, ce que l'Europe apporte. Et vous ne pouvez pas. Ils n'ont rien. Ils n'apportent rien à la table. Les seuls à perdre leur temps à parler de l'Europe, ce sont l'Amérique et les médias. Vous ne voyez pas la Russie s'en inquiéter le moins du monde. Absolument pas. La raison pour laquelle je pense que l'Europe est importante, je ne compare pas la Russie à l'Europe sur le plan militaire. Je parle simplement de la sécurité de la région. Imaginez simplement les États-Unis comparant leur armée à celle du Mexique ou du Canada. Ce n'est même pas comparable. Mais après tout, pour la sécurité de la région, il faut un accord, une forme de compréhension mutuelle entre les parties concernées dans cette région. Non, ce n'est pas le cas. L'Ukraine, c'est la Russie. Voilà l'accord. L'Ukraine, c'est la Russie, peut faire partie de la Russie, peut être en quelque sorte fait partie de la Russie, fera partie de la Russie. Pas peut-être. Mais la partie occidentale de l'Ukraine ne fera jamais partie de la Russie. Oh, cela faisait partie de la Russie. Cela faisait partie de l'Union soviétique. Ils ont déjà vaincu les banderistes une fois. Tu le sais, n'est-ce pas, Nima? Ils ont déjà vaincu les banderistes une fois. Ils les ont tous arrêtés, en ont tué un bon nombre, ont expulsé tous les autres. La Russie le refera si elle doit le faire. Tu sais, le gars du renseignement a tenu une conférence plus tôt cet été. On a parlé de la donner à la Pologne. Je veux dire, ce serait le coup ultime, tu vois, pour tous ces petits fils de pute de Bandera là-bas, parce que les Polonais connaissent le massacre de Volhynie. Les Polonais n'attendraient qu'une chose, mettre la main sur ces ordures de Bandera et les soumettre par la force. Tu sais, ça pourrait arriver. Et les Ruthènes, alors? Vous savez, ces Hongrois qui vivent là-bas et qui se font malmener par les Ukrainiens en ce moment.
La Hongrie veut les récupérer. Il y a aussi tout un groupe de Roumains qui veulent rejoindre la Roumanie. Il pourrait y avoir une partition de l'Ukraine. Les Russes en ont déjà parlé. Ce n'est pas une garantie de sécurité. C'est juste découper de la viande morte, c'est juste prendre le cadavre ukrainien et faire paf, on s'en débarrasse. Paf, on enlève les parties avariées. Paf, et la Russie prend le reste. L'Ukraine n'existe plus. C'est une nation dysfonctionnelle, l'endroit le plus corrompu de la planète. Ils ont vendu leurs femmes à la traite des Blanches. Allez en Europe, allez dans n'importe quelle grande ville. Regardez qui sont les prostituées, des femmes ukrainiennes. Vous savez, c'est ce que l'Ukraine a fait. Leurs hommes sont morts et les femmes se sont vendues à la prostitution. Allez à Kiev. Allez voir Klitschko. Vous savez, le grand-mère, un type sympa, boxeur. Il possède la moitié des maisons closes de Kiev et il les fait fonctionner avec des femmes qui ont tout perdu, dont les maris sont morts au front, qui n'ont plus rien parce qu'on leur a refusé leur pension. Alors il arrive et dit « Vous êtes mes prostituées maintenant ». Et il en envoie la moitié en Europe pour gagner de l'argent. Voilà l'Ukraine. Voilà la réalité. L'Occident l'ignore. Les seules personnes qui le savent sont les mercenaires qui vont là-bas. Ils le savent parce que tout ce qu'ils font, c'est se saouler et coucher avec des gens. Ensuite, ils meurent sur le champ de bataille. Voilà la réalité. Voilà la réalité de l'Ukraine. C'est un pays minable dont le peuple a depuis longtemps perdu toute notion d'unité, de fierté et tout le reste. Ils se sont vendus. Leur seul salut passe par la Russie. Leur seul salut. Parce que les Russes sont les seuls à se soucier d'eux. Personne d'autre ne se soucie d'eux. Si vous vous souciez de l'Ukraine, vous ne laisseriez pas cela arriver. 1,7 million de soldats ukrainiens morts. Cela ne vous interpelle pas? Arrêtons simplement de parler de l'Europe et des garanties de sécurité. L'Europe n'est même pas capable d'assurer sa propre sécurité. Parlons de la réalité de l'Europe et des garanties de sécurité. Il n'y a aucun système de défense aérienne en Europe. Aucun. La Russie pourrait détruire toute l'Europe en une simple campagne aérienne d'une semaine. La Russie construit 1000 drones de type Shahed par jour. Ils font des réserves parce qu'ils en utilisent 5 ou 600 par jour à pleine capacité, mais ils pourraient atteindre le millier. Mais l'essentiel, c'est que les Russes ont la capacité en très peu de temps d'inonder l'Europe de 50 000 drones, 10 000 en 5 jours. Et il ne resterait plus rien debout en Europe parce qu'ils n'ont rien pour se défendre. Ils n'ont aucune défense aérienne. Aucune. Zéro. Et on ne parle même pas de rationnement. On ne parle même pas, vous savez, du Kinzhal. On ne parle même pas du zircon. On parle de drones. L'Europe ne peut pas se défendre. C'est la réalité. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne le comprennent pas. Les Polonais n'ont plus de munitions au bout de 14 jours. Les Britanniques n'ont plus de munitions au bout de 7 jours. Mais cela n'a pas d'importance, car ils n'auront plus de troupes au bout de 2 jours. Les Français ne sortiront même pas de la caserne. Les Allemands, 16%, ont déclaré qu'ils se battraient pour l'Allemagne si elle était envahie. 16%. Maintenant, on parle de troupes allemandes qui se déplacent, qui envahissent un autre pays. Personne ne ferait ça. Il y a des gens fous, là-haut, qui parlent. Starmer parle de ceci, de cela et d'autres choses. Le peuple britannique ne le suivra pas. Ils ne feront pas cette guerre. Le peuple français ne suivra pas Macron. Tout cela, ce ne sont que des paroles en l'air. Personne ne va le faire, parce qu'ils ne peuvent pas le faire, et qu'ils ne veulent pas le faire. Vous savez, ces dirigeants sont complètement déconnectés de la réalité. Leur peuple ne se soucie pas de cela. Ils ne sont pas prêts à mourir pour l'Ukraine. Les Américains sont pareils maintenant. C'est pourquoi Trump, en gros, Marco Rubio, après le sommet en Alaska, a dit « Oui, c'est fini. Nous n'enverrons plus d'armes à l'Ukraine. C'est terminé. Le voyage gratuit est fini. Si l'Ukraine veut une arme, il faudra que les Européens l'achètent. »
Comme je l'ai dit, les Européens ne les achètent pas directement. Ils l'achètent sur catalogue, ce qui signifie que ce ne sera pas prêt avant des années. Que veut l'Europe? Vous voulez un cadre de sécurité européen? La Russie leur a remis un traité le 17 décembre 2021. Quand l'Europe le ressortira, l'ouvrira et dira « Nous sommes prêts à en discuter », alors la Russie les écoutera. Mais d'ici là, ce n'est qu'un fantasme. C'est comme un joueur de football américain au lycée qui parle de l'équipe de NFL qui veut mener au Super Bowl. Il faut d'abord obtenir son diplôme de lycée, fiston. Ensuite, il faut jouer à l'université. Il faut espérer être recruté par une équipe gagnante. Mais d'ici là, ce n'est qu'un fantasme. Cela ne se réalisera jamais. La Russie, c'est la NFL. Vous êtes une équipe de football de première année de lycée. Voilà. C'est tout ce qu'ils sont. Où est la Pologne et quelle est sa politique? Vous ne voyez pas le président de la Pologne venir aux États-Unis. La Pologne était, si vous vous souvenez au début de cette guerre, l'un des pays les plus va-t-en-guerre envers la Russie. À cette époque, c'était la Pologne. Et d'une certaine manière, elle a adopté une nouvelle position. Quelle est la nouvelle position du gouvernement polonais sur l'Ukraine? Je pense que la Pologne est devenue pragmatique. Tout d'abord, je crois que certains nationalistes disent « Si on se tait, on va obtenir l'Ukraine occidentale. Tais-toi, ne dis plus un mot. » Et ils espèrent ce résultat. Ils doivent faire attention, car ils doivent se rappeler que s'ils obtiennent l'Ukraine occidentale, cela faisait partie de l'échange de territoire. Vous savez, la Russie prend cette partie parce que c'est, vous savez, la ligne Curzon. Mais ils ont été compensés en donnant à la Pologne la Silésie, la Poméranie, la Prusse orientale. Commencez à redessiner la frontière dans l'autre sens. Que pensez-vous que les Allemands vont faire? Rester assis et dire « ce n'est pas grave, cool ». Non, les Allemands diront « nous récupérons aussi nos terres ». Commencez à redessiner les frontières sur une carte. C'est très dangereux. Très dangereux. C'est pour cela que la Russie ne voulait pas le faire. Encore une fois, je dois rappeler aux gens que les Russes ont fait tout leur possible pour maintenir les frontières de 1991, même s'ils n'étaient pas d'accord. La Russie a toujours considéré que le Donbass lui appartenait. Ils ont toujours pensé que la Crimée leur appartenait. Mais ils ont dit « Nous reconnaîtrons les frontières de 1991 parce que c'est ce qui avait été convenu. » Ce n'est pas la Russie qui a rompu des accords. Ils n'ont pas violé le mémorandum de Budapest de 1984. C'est l'Ukraine qui l'a fait. Parce que je pense que tout le monde a tendance à passer sous silence la question de la neutralité. Oh mon Dieu! L'Ukraine voulait rejoindre l'OTAN. Vous n'êtes plus neutre. Je suppose que le mémorandum de Budapest ne s'applique plus. Ils oublient cet aspect-là. Vous savez, les Russes, même quand 2014 a commencé, ils ne sont pas allés absorber le Donbass. Ils ont simplement dit « Nous sommes là pour protéger les droits des gens qui s'y trouvent ». Mais les accords de Minsk visaient justement à ce que l'Ukraine garde le contrôle de ses territoires en tant que partie intégrante de l'Ukraine. Vous savez, la Crimée n'a été prise qu'après que les voyous, les gens d'Azov, ont essayé de foncer sur la Crimée et de la prendre à cause de Sébastopol. Et à cause de ce qu'ils ont fait à Odessa, vous savez, brûler des gens vifs et ce genre de choses. Et les Russes ont dit « hors de question ». Eh bien, ils ont aussi la grande base navale et ils ont simplement dit « ça ne passera pas ». Les petits hommes verts sont apparus et la Crimée fait maintenant partie de la Russie. Mais ce n'était pas le plan de la Russie. Ce n'était pas leur intention. Ils n'ont pas commencé tout ça. La Russie n'a pas déclenché le Maïdan. C'est nous, les États-Unis, l'Europe, ils n'ont pas commencé le Donbass.
And even when, after the Donbass fighting got going, Et même lorsque, vous savez, après le début des combats dans le Donbass, Debaltsev est un village situé, je crois, dans le Luhansk ou le nord du Donetsk. Et l'armée ukrainienne était encerclée. Ils allaient tous être tués. Et Poutine était prêt à donner l'ordre « tuez-les tous ». Parce que, vous savez, ces gars-là avaient déclaré une opération antiterroriste. Je ne sais pas combien d'Américains sont au courant de cela, qu'après l'arrivée des gens d'Azov, qui ont menacé de supprimer la langue, la religion, la culture, d'effacer l'identité russe, les Russes se sont soulevés et ont dit « Vous ne pouvez pas nous effacer ». and the Russians rose up and said, "You can't erase us." Poroshenko called them terrorists. Poroshenko les a qualifiés de terroristes et a lancé une opération antiterroriste, ce qui a conduit l'artillerie ukrainienne à tirer sur des villages, des bourgs et des villes, massacrant des civils. Même après cela, lorsque la Russie est intervenue pour aider, elle a déclaré, selon les accords de Minsk, « Ces territoires appartiennent à l'Ukraine. Nous voulons simplement que vous reconnaissiez les droits du peuple russe, qu'il puisse pratiquer la foi orthodoxe, parler sa langue et préserver son histoire. Vous n'avez pas le droit d'aller démolir des monuments et ce genre de choses. » C'est tout ce que la Russie voulait. Et même à la fin, lorsque les Russes ont lancé l'opération militaire spéciale, ce n'était que parce que l'Ukraine avait mobilisé entre 60 000 et 80 000 soldats et avait commencé un bombardement pré-invasion de 10 jours, intensifiant les tirs d'artillerie sur le Donbass. Les Russes ont dit « Nous devons anticiper cela », alors ils l'ont fait. Mais leur stratégie n'était pas de prendre du territoire. Ils étaient prêts à tout rendre. Ils voulaient simplement la paix. C'est l'Occident qui a tout changé. Donc cette idée que la Russie est le grand méchant qui cherche à nuire aux Ukrainiens. Non, cette guerre leur a été imposée. Mais maintenant, ils ont pris une décision. L'Ukraine ne veut clairement pas respecter les droits du peuple russe. Comme Vladimir Poutine l'a dit dans son discours à la Douma en 2005, la plus grande tragédie du siècle dernier a été l'effondrement de l'Union soviétique. Vous dites tous qu'il veut ceci? Non, écoutez la suite. Parce que du jour au lendemain, des dizaines de millions de Russes se sont retrouvés sans foyer. Il a dit « Je suis le président de la Fédération de Russie et de la nation russe. Et la nation russe ne connaît pas de frontières. La nation russe est là où vivent les Russes. Et les Russes se définissent par leur langue, leur histoire, leur culture, leur religion. » Et c'est mon devoir, en tant que président russe, de les protéger, de les défendre. Et c'est ce qu'il a fait. Et lorsqu'il est devenu évident que ni l'Occident ni l'Ukraine n'étaient prêts à se comporter de manière responsable, le président russe a déclaré « Alors je protégerai ces gens en les intégrant à la mer Russie ». Ils ont organisé un référendum, puis Poutine s'est adressé à la Douma. La Douma a voté, je veux dire, tout cela a été très procédural, conformément à la Constitution. Mais désormais, ces terres appartiennent à la Russie pour toujours. La Russie ne les abandonnera jamais, et c'est là où nous en sommes. C'est une réalité russe que l'Occident continue tout simplement d'ignorer. J'espère que Donald Trump a eu des moments d'honnêteté avec les dirigeants européens, qu'il leur a simplement dit que nous avons atteint le point où nous avons tout envoyé à l'Ukraine. Nous ne pouvons rien faire, ni économiquement, ni militairement, pour vaincre la Russie. Au lieu de se vanter de sa puissance, de sa force, de sa capacité à tout changer, il doit faire preuve d'un peu d'humilité face à la situation avec la Russie et simplement parler honnêtement avec les Européens. Je pense que cela les aiderait beaucoup à comprendre la situation. Mais comment parler honnêtement avec Macron? Pour cela, il faut lui dire de s'asseoir, de se taire et d'écouter. Voulez-vous vraiment humilier le président français de cette façon? Macron aurait dû être interrompu immédiatement s'il avait prononcé cessez-le-feu une fois de plus. Le président aurait simplement dû frapper la table de la main
et dire « Tais-toi, nous n'allons pas accepter de cessez-le-feu. Tu ne comprends pas? Si tu continues à plaider pour un cessez-le-feu, alors tu n'es pas le bienvenu à cette table parce que tu n'as pas d'importance, tu ne comptes pas, tu fais partie du problème, pas de la solution. Sors immédiatement de la Maison-Blanche. » C'est ce que le président aurait dû faire si Meloni avait encore levé les yeux au ciel une fois de plus. Ça fait un roulement des yeux de trop. Tu sors. Tu es viré. Quelqu'un d'autre. Tu as ouvert la bouche. Tu es viré. Tu vois, ton travail, c'est de m'écouter. Je suis le président des États-Unis en ce moment. Je suis la seule voix qui compte. Je suis là. Zelensky, comme je l'ai dit, pars. Tu ne rentres pas chez toi. On va te jeter d'un avion au-dessus de l'Atlantique. Tu n'es plus le président de l'Ukraine. Voilà ce que le président doit faire. Prendre les choses en main, prendre le contrôle. Mais à la place, il a des élections de mi-mandat qui approchent et il doit faire attention à ne pas s'aliéner une base qui, pour l'instant, lui reste fidèle. Mais, vous savez, si la politique étrangère est trop mal gérée, il pourrait changer d'avis. Si les démocrates arrivaient à s'organiser, il pourrait revenir vers eux. Donc il doit jouer un jeu politique intérieur. Et c'est ce que tout cela représente en grande partie. Simplement des manœuvres politiques internes. Mais chaque fois qu'il a eu l'occasion de frapper fort contre la Russie, avec des sanctions renforcées, il a toujours reculé. Et je comprends cela. S'il ne va pas sanctionner la Russie, il ne va certainement pas permettre à l'Europe d'envoyer des troupes au sol en Russie. Parce que ça, c'est la guerre. Une vraie guerre. Vous êtes allé en Russie. La semaine dernière, Donald Trump parlait d'envoyer des troupes au sol en Ukraine. Il a dit que la Pologne était fatiguée de cette guerre, mais que même si elle était fatiguée, elle n'allait pas se suicider, juste pour parvenir à un accord. Lorsque vous étiez en Russie, quel était votre ressenti vis-à-vis des gens là-bas? Leur façon de percevoir le champ de bataille en Ukraine, les conséquences et la possibilité d'aboutir à une forme de règlement en Ukraine. Parce que, d'une certaine manière, dans l'esprit de Donald Trump, ils sont tellement las de la guerre en Ukraine qu'ils accepteraient n'importe quoi qu'ils mettraient sur la table. Comme je l'ai dit, les Russes sont des gens humains. Ils ont une âme. Et ils préféreraient ne pas avoir à tuer des gens. Mais la Russie cherche la victoire. C'est tout. Il n'est pas question de compromis en Russie. Aucun. Absolument aucun. Tolérance zéro à ce sujet. Ils veulent que la guerre se termine, mais ils veulent la victoire. Pas de paix sans victoire. C'est le slogan. Pas de paix sans victoire. C'est la réalité. Vladimir Poutine, il est en train de gagner. Et il gagne haut la main. Tout va dans son sens en ce moment. Et pas de paix sans victoire. On ne rencontre pas les veuves des soldats tombés au combat pour leur promettre la victoire et ensuite trahir cette promesse. Il y a une raison pour laquelle Vladimir Poutine a un taux d'approbation de 85% en temps de guerre sous sanction. Il est perçu comme un dirigeant efficace. L'une des choses qui fait de lui un dirigeant efficace, c'est sa constance. Ils lui font confiance, parce que lorsqu'il prend la parole, c'est ce qui se passe. Il n'y a aucun mystère quant à la position russe. Les Russes l'ont exprimé à plusieurs reprises. Vladimir Poutine lui-même. Aucun mystère. Absolument aucun. C'est seulement l'Occident qui crée du mystère et de l'intrigue. Mais du point de vue russe, leur dirigeant a été clair. Les Russes sont là pour la victoire. Là pour la victoire. Qu'est-ce que l'Occident ne comprend pas dans cela? Victoire signifie victoire. Cela ne veut pas dire reddition, compromis, conflit gelé ou quoi que ce soit de ce genre. Victoire signifie victoire, telle que définie par le président russe. Démilitarisation, dénazification, pas d'adhésion à l'OTAN. Quand on parle de l'unité au sein des pays des BRICS, tout le monde s'accorde à dire que Joe Biden a accompli quelque chose
que personne d'autre n'aurait jamais pu faire pour les BRICS, en les rassemblant tous. Vous voulez dire Biden? Oui, Biden avant que Trump n'arrive au pouvoir, mais il semble que Trump soit meilleur que Biden. Oui, parce que les BRICS sous Biden. Rassembler la Chine et l'Inde d'une manière que personne n'avait réussi auparavant. Je veux dire, parce que le Brésil et l'Inde étaient tous deux les maillons faibles des BRICS. Des maillons faibles. L'Inde était encore plus faible que le Brésil. Oui. C'est pour ça que le sommet brésilien n'a pas été le franc succès qu'il aurait pu être, tu sais, après Kazan. Les Russes leur ont donné toutes les chances de réussir. Mais Lula est nerveux. Tu sais, il a tout un cabinet rempli de gens pro-Trump et pro-Amérique. L'Inde, tu sais, c'est elle qui l'organise l'année prochaine et il y a beaucoup d'inquiétudes sur ce qui pourrait se passer. Eh bien, mon Dieu, il n'y a plus aucune inquiétude maintenant. Merci, Donald Trump. Tu as les 5 dirigeants des BRICS, les membres fondateurs, qui disent « Nous sommes sur la même longueur d'onde. Nous sommes ensemble là-dedans. » Tu as l'Iran, maintenant membre des BRICS, qui profite de tout ça. Donald Trump a, vous savez, pris la colle Elmer qui maintenait les BRICS ensemble, et elle a maintenant été remplacée par la meilleure superglue qui existe. Je veux dire, vous savez, les BRICS, je pense toujours que la Chine et l'Inde posent un gros problème. Mais grâce à Donald Trump, leurs dirigeants disent « Nous devons nous entendre. Nous devons régler ces problèmes. » Vous savez, et l'Inde est tellement en colère contre les États-Unis en ce moment pour les avoir trahis. Ils ont essayé d'être de bons amis et ils n'ont fait que se faire trahir encore et encore. Et je pense que le Brésil, c'est fini. Ils sont la Chine. Je veux dire, vous savez, c'est la Chine en version allégée. Vous savez, donc l'Amérique a perdu le Brésil, mais nous avons perdu toute l'Amérique du Sud. Je veux dire, c'est tout simplement ridicule ce qui se passe en ce moment. Nous sommes tellement mauvais que le Venezuela et la Colombie parlent d'un pacte de défense mutuelle. Je veux dire, c'est depuis la Colombie que James Story, l'ambassadeur américain, a mis en place l'opération vénézuélienne. Il a été expulsé de Caracas, est allé en Colombie et opérait, vous savez, depuis Bogota. Todd menait une opération anti-vénézuélienne qui a abouti à au moins une tentative de coup d'État télévisé avec Juan Guaido et tout ça. Et aujourd'hui, la Colombie et le Venezuela sont sur la même longueur d'onde. Ils font équipe. Donc, oui, merci Donald Trump. Il n'y a qu'un seul président qui aurait pu faire un meilleur travail pour rendre les BRICS viables que Joe Biden, et c'est Donald Trump qui s'est présenté en disant qu'il allait détruire les BRICS. Et regardez ce qui se passe dans le Caucase du Sud. Vous voyez, l'Iran parle d'établir un nouveau corridor qui relierait l'Iran à la mer Noire, en passant par l'Arménie. Ils en parlent. Et avec le nouvel accord, ils améliorent leurs relations avec la Biélorussie, sécurité, défense, tout. Ils le font. Avec la Biélorussie. La Biélorussie, oui. Tout l'Iran a dit oui. Oh, l'Iran. J'ai cru que tu avais dit Azerbaïdjan. Non, Utaris. Oui, Madame. Tout est en train de changer, Scott. Mais regardez ce qui s'est passé avec l'Azerbaïdjan. Vous suivez ça, n'est-ce pas? Oui. Ils ont essayé de jouer à des jeux stupides en Ukraine. Et la Russie a simplement détruit tout leur pétrole. Tout a explosé. Maintenant, leur pétrole est contaminé par des chlorures. Il ne peut être traité dans aucune raffinerie. Ils perdent des centaines de millions de dollars par jour. Et parce que Aliyev est tellement idiot, les Russes ont simplement mobilisé leurs forces de réserve stratégiques. Et les troupes de l'Oural sont maintenant descendues pour remplacer la 58e armée. Si l'Azerbaïdjan ne fait pas attention, il risque de subir une invasion russo-iranienne qui l'éliminerait en un jour, peut-être une semaine. L'armée azerbaïdjanaise ne peut pas survivre à une guerre moderne.
The Azerbaijani army can't survive modern warfare. Écoutez-moi, la Turquie met Turquie si cela arrivait. Turkey can do nothing. La Turquie ne peut rien faire. Encore une fois, la Turquie n'est que du vent. Comprenez ceci, pour projeter sa puissance militaire en Syrie, les Turcs ont eu besoin de préparatifs massifs, grandes bases, bases logistiques et tout cela. L'armée de l'air turque ne tiendrait pas une seconde dans le ciel azéri si la Russie s'y opposait. Et cette guerre serait terminée très rapidement. Si vous vous souvenez de la façon dont les Azéris ont utilisé les drones turcs pour submerger les Arméniens, les troupes arméniennes n'avaient absolument aucune chance. C'est l'avenir de l'Azerbaïdjan. Ils découvriront que tous leurs blindés sont détruits, que toute leur logistique est coupée, que leur commandement et contrôle n'existent plus, et que s'ils bougent, ils meurent. Et ils se rendront. Toute l'armée azérie se rendra en moins d'une semaine. The entire Azeri army will surrender inside of a week. And Baku will be jointly occupied by the Et Bakou Russians. sera occupé conjointement par les Russes et les Iraniens. C'est ce qui va se passer. La Russie ne va pas plaisanter. La Russie ne va pas permettre qu'un front sud se développe. La Russie ne va pas laisser la Turquie s'imposer. Vous avez vu la rencontre entre le président turc et le président géorgien, l'humiliation totale infligée au président géorgien. Vous savez, les Turcs, il faut permettre aux Turcs mesquettes de retourner dans leur patrie en Adjarie, afin qu'ils puissent devenir, afin que la Turquie puisse alors... Vous savez, je suppose qu'il existe une clause obscure dans un traité qui dit que la Turquie a le droit d'intervenir en Adjarie pour protéger la population musulmane. You know, the Islamic population. So Turkey wants the Islamic population brought back. Donc, la Turquie veut que la population islamique soit réinstallée, 115 000 personnes qui ont été déportées par Staline en 1944. C'est tout simplement humiliant pour les Géorgiens. Ainsi, la Géorgie pourrait finir par se tourner vers la Russie pour se protéger. Vous savez, il y aura des bases russes en Géorgie. Et si l'Azerbaïdjan ne fait pas attention, il pourrait bien ne plus exister. Et il reste l'Arménie, dont le Premier ministre joue à des jeux stupides en ce moment. Vous savez, la meilleure protection qu'aient jamais eue les Arméniens, c'était les Russes. Mais la Russie n'était pas là pour eux lors de la dernière guerre. Eh bien, laissez-moi vous donner un conseil. Si Vladimir Poutine atterrit dans votre capitale et que vous n'allez pas l'accueillir à l'aéroport, que vous le laissez attendre dans l'avion, en essayant de remettre Vladimir Poutine à sa place, cela finit toujours par se retourner contre vous. That comes back to bite you. And that's what happened to Armenia. Et c'est ce qui est arrivé à l'Arménie. On ne laisse pas le président russe debout sur le quai à attendre que quelqu'un vienne l'accueillir. Et l'Arménie l'a fait. Maintenant, ils en paient le prix. Mais les Russes ne vont pas laisser le Caucase du Sud devenir un second front. Ils vont étouffer cette affaire dans l'œuf. Quant aux Iraniens, ils ne rêveraient de rien de mieux que d'intervenir là-bas. Vous savez, parce qu'il y a cette énorme base israélienne du Mossad à l'intérieur de l'Azerbaïdjan qui aide aux attaques. Les Iraniens aimeraient régler ce problème une bonne fois pour toutes. Donc, c'est un jeu dangereux auquel Aliyev s'adonne. Mais il est en train de faire faillite en ce moment parce qu'il ne peut pas vendre leur pétrole car il est de mauvaise qualité. C'est un mauvais pétrole. Il contient des chlorures. Aucune raffinerie ne veut de ce pétrole. No refinery wants to take this oil. Qui a convaincu Donald Trump qu'il pouvait d'une manière ou d'une autre se rendre au corridor de Zangezur, en Arménie, en Azerbaïdjan. Cela me semble être un projet britannique. Je ne sais pas comment Donald Trump s'est retrouvé là-bas. Well, I can't remember his first name, but Barack. Eh bien, je ne me souviens plus de son prénom, mais Barack, je crois. Tom Barack. Oui, Tom Barack est l'ambassadeur en Turquie. En Turquie, et il semble être derrière tout ça, parce que maintenant il est envoyé spécial au Liban, et maintenant il est envoyé spécial, vous savez, je suppose qu'il est l'ambassadeur du Zangezur, parce que c'est lui qui est arrivé là-bas, et vous savez, a vendu cette histoire aux Arméniens et aux Azerbaïdjanais. 46 kilomètres de, vous savez, asphalte. Comment pouvez-vous défendre ça? On peut pas. C'est juste stupide, stupide. How do you defend that?
You can't. It's just stupid. Stupid. Merci beaucoup, Scott, d'être avec nous aujourd'hui. Oh, c'est un plaisir. J'ai toujours l'impression de te décevoir, parce que, tu sais, tu veux une conversation intellectuelle sophistiquée, comme celle que tu as avec ces autres gars. C'était incroyable. Oui, c'était incroyable. Nous sommes tellement heureux que tu aies récupéré ton passeport et que tu aies pu aller en Russie, et tout le monde est content. Eh bien, le voyage était incroyable. Notre public t'a adoré, oui. C'était la chose la plus... Enfin, j'ai fait, vous savez ce qu'on appelle la diplomatie populaire depuis longtemps. Et puis vous savez, je suis allé m'adresser au Parlement irakien. J'ai pris la parole devant des parlements du monde entier. Je me suis engagé dans, vous savez, des préparations intensives sur une variété de sujets. Cette semaine que je viens de passer en Russie a été la semaine la plus intense que j'ai jamais vécue en matière de diplomatie populaire. Mes hôtes sont arrivés et ont dit « Eh bien, nous sommes contents que vous soyez là. Êtes-vous prêts à travailler ?» Et j'ai répondu « Faites-moi travailler jusqu'à l'épuisement. » Ils l'ont fait. 5 jours de travail ininterrompu, mais ce que nous avons accompli est inestimable. Nous venons de publier la première des interviews. J'en ai réalisé plus de 30 et nous avons publié la première aujourd'hui avec Yana Lantranova, quelque chose comme ça. Je me suis excusé auprès d'elle en face parce que pendant l'interview, j'ai bafouillé son nom car, comme tu le dis, je n'arrive même pas à prononcer Zangezur. Tu veux que je prononce d'autres noms. Mais si tu as vu Ursula von der Leyen dire à Trump de faire revenir les enfants ukrainiens, les Russes ont volé les enfants et tout ce genre de choses, eh bien, Yana est la jeune femme russe qui a sauvé les enfants des villages bombardés par les Ukrainiens, tuant les parents et laissant les enfants abandonnés dans des caves. C'est elle qui a essuyé les tirs, qui a sauvé ses enfants et les a sortis de là. Elle a essayé de les emmener en Ukraine, mais les Ukrainiens n'en ont pas voulu. Elle a tenté de les emmener en Europe, mais on l'a qualifiée de terroriste à cause de ses actions. Alors ils sont partis en Russie, où ils ont été bien pris en charge, entièrement recensés et protégés. Les Russes publient leurs noms, ils ne cachent rien à personne. Si une famille ukrainienne dit « c'est notre enfant », la Russie le rend à la famille. C'est tout l'objectif, éviter qu'il ne meure dans une cave. Et voici la jeune fille qui l'a fait. C'est donc le premier entretien que nous avons publié aujourd'hui même, et nous publierons des entretiens au moins 1 par jour, peut-être jusqu'à 2 par jour à l'avenir. Vous savez, comme je l'ai dit, nous avons 30 entretiens, donc nous avons 2 semaines de contenu devant nous. Mais cela va vraiment vous épater, car chaque entretien dévoile les mensonges de l'Occident, les mensonges absolus de l'Occident. Et cela permet aussi de découvrir à quel point les Russes sont des gens décents. Ce sont des êtres humains décents. Ils ne sont pas parfaits. Pas du tout. Vous savez, ils font des erreurs. Ils ont des idées avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas grave. J'ai moi-même des idées avec lesquelles ils ne seraient probablement pas d'accord. Mais au bout du compte, ce sur quoi nous sommes d'accord, c'est que nous devons apprendre à nous entendre. Nous devons vivre en paix les uns avec les autres. Et ces entretiens révèlent la réalité de la Russie comme jamais personne ne l'a fait auparavant. Je peux honnêtement dire que ce qui s'est passé la semaine dernière est unique en Russie, dans les annales des relations américano-russes. Et j'ai vraiment le sentiment que, si je mourais aujourd'hui d'une crise cardiaque, j'aurais accompli quelque chose de vraiment important avec cela. Mais, il reste encore du travail à faire. J'ai l'intention d'y retourner en novembre et de poursuivre cela, car tant que nous n'aurons pas la paix, on ne peut pas se reposer sur ses lauriers. You can't rest on your laurels. This was a good start.
C'était un bon début, tu sais, mais il reste encore tellement de travail à faire. Mais cette dernière semaine a été mémorable à tout point de vue. Je suis vraiment content de l'avoir fait. Je suis content d'être rentré à la maison parce que franchement, je me sentais comme un boxeur après 15 rounds. Complètement vidé, lessivé, tout ça. Et c'était comme ça après chaque journée. Puis il fallait se lever le lendemain matin et tout recommencer. Mais c'était un projet qui en valait vraiment la peine. Et toutes les personnes que j'ai interviewées, sans exception, ont été des entretiens formidables qui ont apporté un éclairage unique sur le sujet. Donc oui, c'est vraiment cool. Super, super. Merci beaucoup, Scott. C'est toujours un grand plaisir. À bientôt. D'accord, au revoir, salut.